observation, vous avez dû signer un papier qui dit « Je respecte le code de conduite ». Pour être neutre. Pour être neutre. Formation. Je vais dire formation parce que les observateurs doivent connaître le cadre. Autre chose. Ça définit des droits et des devoirs. Ça définit les droits que les observateurs ont, mais ça définit aussi ce qu'ils ne peuvent pas faire. Là, j'observe sur quel principe, parce qu'on se focalise souvent sur la question des droits des observateurs, sur à quoi ils ont droit en termes d'accès, d'information, etc. Mais c'est aussi également important ce qu'un observateur ne peut pas faire. Et ça, c'est quelque chose qui vous protège. C'est quelque chose qui vous protège. On va voir dans le détail après. On a quelques petits scénarios que vous allez discuter entre vous. Vous voyez que le code de conduite, c'est quelque chose que vous pouvez opposer dans certaines circonstances au président du bureau de vote, ou à la présidente du bureau de vote, ou à des politiciens, pour dire non, je ne peux pas faire ça. Donc ça, c'est alors, bon, d'abord, c'est un accord avec l'ISI. On va regarder, c'est un peu comme être invité chez des gens et puis aller dans la cuisine. Hein, faut être invité. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est un accord avec l'ISI. L'ISI, pardon, la commission électorale. C'est l'instance supérieure indépendante pour les élections. C'est l'organe qui organise les élections. On a besoin d'un standard qui évite les abus, on a besoin d'un standard professionnel commun, c'est ce que vous disiez. Pourquoi? Parce que les conclusions des observateurs, ça a un impact politique. Ça vous distingue des observateurs non sérieux, plus politisés. On parlait des élections sous Ben Ali. Il y avait des observateurs parfois. Est-ce que c'était des observateurs impartiaux, sérieux, professionnels? Désignés par une. Donc c'est quand même important ça. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de tri entre les observateurs. Ça permet à vos interlocuteurs de savoir ce qu'ils peuvent attendre de vous aussi. Et cela vous protège. C'est très important. Ben, on va le voir dans les scénarios, vous allez voir. Alors les principes, bon, là c'est le premier que vous avez dit, et qui est assez clair, hein, neutralité ou impartialité, c'est plus ou moins la même chose. L'autre c'est respect des lois et de la souveraineté du pays. C'est la base. Hein, non-interférence. C'est à la commission électorale, à l'ISI, d'organiser les élections, pas à nous. On ne participe pas aux opérations. On est là pour les regarder de l'extérieur. Exactitude. Exactitude, c'est l'exactitude de l'information. Très important pour un groupe d'observateurs, en particulier quand vous déployez dans les bureaux de vote, vous allez remplir des questionnaires, on va faire des statistiques à partir de ces questionnaires, on va faire un rapport à partir de ça. Très important que l'information soit exacte. C'est une évidence, mais il faut quand même le dire. Exhaustivité. Pourquoi exhaustivité? Parce que on essaie
essaie de regarder tous les aspects du processus. Hein. Tout à l'heure, on a discuté du suffrage égal, du suffrage secret, du suffrage universel, etc. C'est tous ces aspects qu'on regarde. L'évaluation ne concerne pas un seul aspect du processus électoral, un seul droit. Discrétion, parler d'une seule voix, ça aussi c'est important. Un observateur individuel qui visite un bureau de vote, alors c'est peut-être moins le cas à l'étranger, j'en sais rien, mais lorsque vous observez dans le pays, en Tunisie, vous avez vu quelque chose dans votre bureau de vote. C'est un bureau de vote parmi 4000, 5000. Ce que vous avez vu, c'est une statistique parmi des centaines et des milliers. Votre point de vue, il est important, mais peut-être qu'il ne reflète pas tout ce qui s'est passé. Il peut... moi, je me souviens d'observer en Macédoine il y a des années, j'arrive dans un bureau de vote, il y a des types qui arrivent, qui cassent tout, voilà, qui menacent tout le monde, etc. On était tous très choqués. Mais c'est le seul bureau de vote où ça s'est passé. Donc c'est difficile de généraliser. Moi, mon rôle, c'est de passer l'information que dans le bureau de vote où j'étais, il y a eu ce problème. Mais au niveau central, on collecte toutes les informations et on va voir si, est-ce que ça s'est passé dans 1% des bureaux de vote ou ça s'est passé dans 25% des bureaux de vote. C'est vraiment pas la même chose. Donc c'est important. C'est important parce que si vous croisez des journalistes qui vous posent des questions le jour du vote, il faut essayer de ne pas faire de commentaires sur ce que vous avez vu vous. Et puis le dernier, c'est transparence. On demande aux autorités électorales, à l'UISI, d'être transparentes. Mais nous, on doit l'être aussi. Combien on a déployé d'observateurs? Où est-ce qu'on est allé? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi nos statistiques? Tout ça, c'est public. Mais la transparence, si je ne dois pas dire ce que j'ai vu, ça aussi, c'est pas... Non, mais aux journalistes. Vous ne dites pas ce que... Il faut faire attention au message qui est passé, vous voyez? Mais on peut préciser que dans ce bureau, Il y a eu ça. Mais vous n'êtes pas le porte-parole non plus. Mais c'est ça, il faut faire attention. En général, les missions d'observation vont avoir un porte-parole qui est chargé de collecter et qui passe le message. On verra tout à l'heure, dans le détail, ce qu'on peut dire et ne pas dire. La transparence, c'est que vous expliquez votre travail. Ah oui, d'accord. Quand ça arrive au communiqué de presse, c'est politique. Vous expliquez combien vous êtes, combien de bureaux de vote vous avez visité. Si sur 4000 bureaux de vote vous en avez visité 20, c'est quand même difficile de faire des conclusions. Donc il faut le dire. Ça ne veut pas dire que c'est complètement invalide, mais il faut dire qu'on a observé 20 bureaux de vote sur 4000. Et moi, au niveau de l'impartialité, est-ce qu'il n'y a pas des partis politiques qui envoient leurs observateurs? Oui, mais alors eux, ils ont un rôle particulier. On va le voir dans la législation, il y a des représentants des partis politiques qui sont dans les bureaux de vote, qui eux sont mandatés par leur parti pour vérifier que tout se passe bien, et ils rendent compte à leur hiérarchie en parti. Oui. C'est un rôle différent. Très, très, très différent. Alors, dans le cas précis, en Tunisie, ça s'appelle Code de bonne conduite des observateurs nationaux et internationaux pour les élections et le référendum. C'est une décision de l'ISI. C'est une décision de l'ISI. Bon, la base juridique, c'est la loi organique, c'est la loi électorale, c'est la loi de mai 2014 qui dit deux choses. Article 2, le suffrage est universel, DDA et transparent. Les observateurs, c'est un élément de transparence, d'avoir des observateurs. Dans l'article 4, les observateurs se chargent de suivre le processus électoral. L'instance, donc l'ISI, détermine les conditions et les procédures de leur accréditation. C'est la base légale qui permet à l'ISI d'adopter la décision et donc le code de bonne conduite. Vous avez le texte? Oui, Vous avez le texte. Alors, dans le cas de la Tunisie, le code de bonne conduite, il distingue deux choses. Il distingue les obligations et les droits pour l'organisation et l'association, et
et il distingue les obligations et les droits de l'observateur. Bon, on va regarder ça un petit peu dans le détail. Le premier point, ben, il est simple, hein, respecter la législation électorale et les décisions émanant de la France. Je passe rapidement parce que vous avez le texte. Hein. Mais si vous avez des questions, vous m'arrêtez. S'engager à respecter la souveraineté de l'État tunisien, ça c'est plutôt pour les associations des organisations étrangères. Être impartial et indépendant à l'égard de l'ensemble des parties intervenantes dans l'opération électorale. À l'égard de l'ensemble des parties intervenantes. Donc, les parties intervenantes, c'est les partis politiques, mais c'est aussi l'administration. Hein? Les observateurs sont censés être indépendants aussi vis-à-vis du gouvernement. Former, on va parler de formation tout à l'heure. Hein? Et les tenir informés de la législation électorale et du code de bonne conduite. Évidemment, si le rôle des observateurs c'est de vérifier les procédures et la loi, ben, il faut connaître les procédures et la loi. Ça, c'est la base. Bon, ça c'est pour l'organisation. Alors, cette forme de réserve, c'est un peu la discrétion de tout à l'heure, mais d'objectivité, pour lesquelles les informations en fait source officielle habilitée, ça, par exemple, les chiffres que donne la commission. Ne pas divulguer les résultats des élections et du référendum. C'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. C'est le rôle de la commission de l'ISI. Ah non, mais vous contrôlez. Et c'est ça. Bien sûr que les observateurs relèvent les résultats. Pour permettre, après une vérification, voilà. C'est pas à nous de les annoncer. Élaborer un rapport. C'est important aussi. Hein. On fait ça. Le résultat, c'est quand même qu'il faut donner une appréciation. Important, à la fin de cet exercice, après avoir observé, on dit qu'est-ce qu'on a vu. Pour l'observateur, première obligation, porter sa carte d'accréditation, sorte qu'elle soit visible, toujours, plusieurs oui. porter un document identifié. Ne pas porter atteinte au bon déroulement du processus, ni l'entraver. On intervient. Éviter tout ce qui pourrait influencer la volonté des électeurs, donc la vigilance. S'abstenir de porter une tenue ou un sigle indiquant une quelconque appartenance politique, ça fait partie de la neutralité, ça. C'est clair. On avait ce problème en Ukraine, d'ailleurs. On avait ce problème, moi j'étais en Ukraine en 2004, au moment de la révolution orange, et on avait des observateurs, en particulier canadiens, qui venaient de la diaspora, et qui s'habillaient en orange. Et donc nous, moi je travaillais pour l'OSCE, on faisait la formation pour les observateurs canadiens, on les voit tous arriver habillés en orange. Et non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on fait des missions bilatérales. Yeah. Voilà. Madame, Et alors, c'est le président qui refuse ces observateurs-là? Le président du groupe, comment ça se passe? oui, il peut éventuellement. Oui. Je dis comment était Mais c'est plutôt un problème pour nous. Vous comprenez, c'est plutôt un problème pour le groupe d'observateurs parce que ça porte atteinte à notre crédibilité. Et le problème qu'on a eu en Ukraine en 2004, c'est qu'évidemment, il y avait des forces, les Russes, etc., par exemple, qui disaient bah non, vous êtes biaisés. Regardez, vos observateurs sont en orange. On perd la crédibilité. Oui, nous, il fallait faire la discipline. Alors, il y a un colloque qu'il faut éviter ou pas? En Tunisie, il n'y a pas. L'orange en Tunisie, en Ukraine en 2004, c'était un symbole incroyable. C'était très très clair. C'était le mauve. Il y a le mot de Ben Ali. Voilà, ouais. Bon, s'abstenir d'apporter un quelconque soutien à n'importe quel parti politique, c'est aussi la neutralité, c'est une évidence.
une situation de conflit d'intérêts. Bon, ben, un conflit d'intérêts, alors c'est par exemple si eh bien, je ne sais pas, vous observez un bureau de vote dont le président est votre beau-frère. Un membre de votre famille. C'est un peu délicat. Parce qu'on peut toujours vous accuser d'être juge et partie. Mais est-ce qu'on peut quand même transmettre des connaissances? Parce que j'ai entendu dire qu'en 2011, il y avait des observateurs qui étaient mieux formés que les représentants de l'ISI ou de l'IRI qui devaient organiser le vote. Donc ces observateurs... Il y a une façon de le faire. C'est un peu délicat, on va le voir dans les cas pratiques tout de suite. Bon, se comporter correctement avec les différents responsables, ça, je crois que c'est clair, on est tous bien conscients. Ne participer à aucun type de négociation, de discussion à l'intérieur du bureau de vote. Il y a souvent des discussions dans les bureaux de vote. Ah, on ne devrait pas faire ci, pas faire ça, etc. On n'intervient pas. C'est pas notre rôle. On fait des questions et puis après on passe au cas pratique. Mais des négociations, si cela nous concerne, que nous ne sommes pas respectés, il faut quand même négocier qu'on soit respecté. Même pas. Il y a une difficulté là. Vous avez une question, Parfois, quand je rentre dans un bureau de vote au Canada ou ailleurs, ils demandent... parce que je vois parfois, ils veulent comme plus qu'on peut leur donner. Alors, je vais dire quelque chose comme... J'aime beaucoup comment vous avez mis les chaises ou comment vous avez mis les tables. Juste quelque chose un peu plus général pour leur donner quelque chose un peu neutre, mais qui est positif aussi. Comme vous avez mis des chaises pour les personnes âgées. Good. J'aime ça. Des choses assez simples, mais... Ouais. Diplomatique. Oui, mais il faut aussi penser, les gens sont assis là pendant la journée, sont mal payés. Alors moi, j'essaie un peu de leur donner quelque chose qui est... Ça, c'est vrai. Ouais. Et puis, ils veulent bien faire, Oui. en général. Ils savent pas comment. Ils sont observés. Ils sont observés. Parce que oui, c'est ça. La plupart du temps... Les observateurs ne sont pas forcément les bienvenus dans tous les bureaux de vote. Non, pas forcément. Oui, non, oui. non. Donc, il y a C'est une... le premier cas, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut sympathiser Allez, un peu au début. on réfléchit. Pardon, une Pour, question. voilà. Lors d'un vote, par exemple, si on observe qu'il y a un certain vice de forme, par exemple, on fait telle opération, après ou avant telle autre, autrement dit, contraire à la procédure prévue. Alors, l'observateur, à ce moment-là, doit-il le faire remarquer d'une façon ou d'une autre, ou au contraire, doit-il adopter le silence absolu? Eh ben, Dans de tels cas, c'est un des cas pratiques. On arrive tout de suite. Première question. À votre arrivée au bureau de vote, on vous refuse l'entrée bien que vous ayez présenté votre accréditation et votre pièce d'identité. Qu'est-ce que vous faites? J'en réfère au... On n'insiste pas, mais on note. Ça figurera dans le rapport. Oui, en référé à peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un chef des... en référé. On fait demi-tour, on s'en va. On prend note. Non, Oui, vous il faut noter. pouvez expliquer, c'est mon accréditation, j'ai été accrédité, etc. On ne peut pas protester. On ne peut pas discuter. Vous prenez note, vous appelez votre responsable et vous dites on a un problème. Peut-être que votre responsable va parler à la commission électorale, à l'ISI au niveau central, et va dire on a un problème avec tel bureau de vote, est-ce que vous pouvez donner instruction pour que nos observateurs puissent entrer? Mais ce n'est pas à vous de négocier ça. Un observateur n'est jamais tout seul. Il est Par accompagné. deux, hein, c'est par deux toujours. Ok. Et donc, noter et appeler immédiatement. Noter la question et appeler immédiatement. Il y a quand même beaucoup en Belgique. Hein. Oui, oui, vous aurez tout ça En parlé. Belgique, il y en a quand même beaucoup. Pour la circonscription. Ben, les réponses, on les discute maintenant. Donc, Chacun de- elles ne sont pas toutes faites, elles viennent de vous aussi. Et s'il n'y a pas de solution, Il refuse qu'on Non, pas ailleurs. Et on note qu'on n'a pas eu accès. on peut aller ailleurs. donc, en cas de problème, il faut le signaler au Oui, mais je suis responsable. allée voir, Votre j'ai vérifié que responsable. j'étais inscrite, Encore, par exemple. encore faut-il avoir un responsable accessible. Oui. Là, c'est aussi bon. Oui, ça. oui, oui, oui. Là, Oui, c'est aux absolument. organisations de bien s'organiser. Oui, oui, hein. ça, On je va l'ai vu. voir, Oui. normalement, vous aurez, alors je ne sais pas exactement comment vous faites ici, des vous, hein. délégations qui partent avec les observateurs sur place. Et à ce moment-là, on installe un bureau où on peut être journal et on peut répondre aux questions de tous ceux qui vont partir.
Mais c'est qui le De toute représentant façon, de l'IRI pour ce cette type circonscription vous aussi? avez tout à fait Qui est le raison, ce type de représentant de choses, ça l'IRI? doit toujours exister, parce que vous aurez On n'a pas peut-être un recruté les problème élus. d'accès à un bureau de vote, mais peut-être que vous aurez un problème parce que votre voiture va tomber en panne. Peut-être que, vous voyez, peut-être que vous aurez un problème parce qu'il y a de la violence. Donc, pour tout ça, les organisations doivent avoir une ligne hotline. On peut appeler dès qu'il y a un truc, demander instruction. Non, pas pour les observateurs sur le terrain. Et donc il n'y a personne pour ici. Donc vous êtes dans le bureau de vote. Le bureau de vote refuse de laisser voter un électeur qui pourtant est sur la liste et a présenté sa pièce d'identité. L'électeur vous demande de l'aider à déposer une plainte. Il y a des montages aussi. On peut rien faire. Je prends note. De laisser On peut rien faire. On note. L'électeur dépose une plainte au procès verbal du BV et vous demande d'être témoin. On peut pas. Si, c'est un témoin. si, bah oui. On peut pas. On témoigne. Le problème, On c'est observe. que On peut pas Je agir. l'ai compris. Si on est convoqué par le juge en tant que témoin, on est obligé de le faire. il faut éviter. Il faut éviter parce qu'après vous vous retrouvez parti dans un contentieux. Je ne conseille pas. Je conseille pas. Il y a d'autres témoins autour quand même. Hein, il y a peut-être des représentants des partis politiques qui vont être ravis de se porter témoin. Évitez, il faut éviter. Hein. Alors là, vous êtes coincé. Hein. Sortez du bébé, il y a un journaliste avec une caméra, on vous demande comment ça se passe. Il faut trouver un truc à dire, vous ne pouvez pas vous en faire. C'est difficile. Parce que Joindre à ce bureau de vote comme un commentaire en disant c'est pour le cas de ce bureau de vote ici maintenant. Et c'est là qu'il coupe. c'est le porte-parole. Moi, ce que je dirais dans ce cas-là, c'est vous pouvez expliquer Une d'abord. conférence de presse. La première chose, c'est vous pouvez dire qui vous êtes. Vous pouvez dire que vous êtes pour telle organisation. Vous pouvez dire que cette organisation a 200 observateurs. Vous pouvez dire que votre organisation est en train De compiler. fera une conférence de presse après les élections, dans laquelle ils vont annoncer les résultats. Vous pouvez dire que l'organisation est en train de collecter les informations et qu'il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Faut parler. Mais on ne se prononce pas. On ne se prononce pas sur la conduite des opérations dans ce bureau de vote en particulier. Ça va? Est-ce qu'on peut parler en généralité comme mais il fait beau aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'électeurs. Non, je ne sais pas, je pose la question. Ben, si ce c'est genre en, de- si c'est Est-ce en que c'est direct, nécessaire? si c'est en direct, il y a un temps de parole. Les journalistes. Faites attention, parce que plus vous en dites, plus on peut l'utiliser. Hein. Si c'est en direct, il y a un temps de parole qu'on ne peut pas dépasser parce qu'il y a donc, comme vous dites, il Mais en faut parler général, dans. vous ne le savez pas, parce qu'ils vont vous couper au montage. C'est ça, Vous savez? Ils sont malins. En général, ils vont vous poser des questions pendant 10 minutes et ils vont garder 30 secondes. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis si c'est en Et les direct. 30 secondes, peut-être que c'est un truc qu'il ne fallait pas dire. C'est pour ça que je dis si c'est en direct. Quand on va vous dire en direct de ta, On ne sait pas si c'est en direct. Hein. C'est dans les conditions du direct, mais c'est jamais de le Faut éviter. Les journalistes, il faut se méfier. Les journalistes comprennent très bien. Les journalistes comprennent très bien. Les journalistes, tout journaliste professionnel comprend que dans une organisation, il y a un porte-parole. Alors, ils vont essayer quand même de vous faire dire quelque chose, mais ils comprennent. Vous n'avez pas du tout à entrer en conflit avec. Vous dites simplement, voilà, on aura une conférence de presse dans laquelle on va dire nos conclusions. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Ça va? Je crois qu'objectivement, il convient que l'association qui porte le projet, elle doit aussi transmettre un certain nombre d'informations à ses membres. Bien sûr, absolument. On peut leur lire le... Mais ça, c'est fait au niveau central. Comme ça, le message est bien coordonné. Parce que le problème, c'est que si on demande à un tel, bon, vous avez vu quoi? Et vous avez vu quoi? Etc. C'est... En 2011, à la même question, il y avait quelqu'un de bonne foi et bateau, il disait il y aura une conférence de presse à telle heure, mais il n'a jamais eu de conférence de presse. c'est ça. C'est ça aussi, c'est ça. Non, mais le CVDT va faire une conférence de presse, non? Oui.
Un là, communiqué de c'est le presse, sérieux pas de forcément une l'organisation, conférence de hein. Les deux. Vous avez, oui. Alors, ça, Je c'était sais pas votre les question. CVDT. Si, mais j'étais pas là. Non, non, mais ici, Ah pour oui. ces élections-ci, le CVDT s'engage à publier un rapport. On est censé observer rien. À qui on pose la question? Alors, On a signé un truc Vous n'avez d'exclusivité. vous n'avez pas compétence pour prendre des décisions. Ce qui est logique. Bon. Bah, il faut- Ce qu'on conseille de faire, nous, à nos observateurs à l'Union européenne, c'est d'aller voir le président du bureau de vote et discrètement de porter à son attention le fait que peut-être il faut regarder dans la procédure. Le faire le plus discrètement possible. Oui, parce que... Mais pas entrer dans une polémique dans laquelle il y aurait les partis, les représentants des partis qui commencent à s'échauffer, etc. Mais on peut porter un problème à l'attention du président du bureau de vote, si on le constate. Et le faire remarquer ou pas? Et le faire remarquer. Oui, enfin, Allez, vous notez. Ah oui, voilà. Obligatoire. Non, non, vous notez tout. Hein. D'accord. Il faut tout noter. Mais, parce que la question, c'est que, évidemment, là, dans ce cas, bon, les membres du bureau de vote font une erreur. Ça arrive. C'est dans l'intérêt de personne de diminuer leur autorité et de saper leur rôle. Mais en revanche, il y a un problème de procédure là, parce que le problème c'est qu'après, quand on va compter les bulletins, s'il n'est pas tamponné du bon côté, le bulletin il est invalide. Invalide, c'est ça. Donc ces gens-là, ils vont perdre leur droit de vote. Donc c'est important. Donc il faut mentionner le problème, le porter à l'attention, et ensuite le président, la présidente du bureau décide. Et vous ne contestez pas, vous notez. Eh ben non. On accepte, mais on note ce qu'il a dit dans notre... Oui. Vous avez le droit de parler en privé, en particulier à chaque représentant. En même temps, si on ne vous voit qu'avec un représentant, c'est un peu un problème. Donc si jamais ça vous arrive, moi ce que je conseille de faire à nos observateurs, c'est qu'en revenant dans le bureau de vote, vous allez voir les autres aussi. Non, mais en termes de crédibilité, c'est vite fait, quoi. Un chuchotement d'un observateur auprès d'un membre d'un parti, chaque photo, il y a c'est quelqu'un qui vient parti. vous dire, on a des informations pour vous. Vous les prenez. Vous n'agissez pas en faisant ça. Vous écoutez simplement ce qu'on vous dit. Après, ce qu'il faut, c'est que vous démontriez que vous êtes ouvert à l'information de tous. Mhm. On revient dans le bureau de vote et on passe à côté de chaque représentant du parti politique. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Vous avez... Il n'y a pas de problème, etc. Vous êtes arrivé ce matin depuis le début, tout ça. Ouais, bon, vous voyez? Nous supposons qu'il y a un parti qui décide par politique générale de mettre un peu de pression aux observateurs. Vous dites, dès que vous voyez quelque chose, ou que vous le dites même si ce n'est pas vrai, qu'il y a eu telle pression ou telle chose et des choses. Alors systématiquement, ils vont vous dire, il risque d'avoir un bias, enfin même de votre conception, de votre opinion, sur la base d'une pression généralisée. Protection. Vous avez un code de conduite. C'est ça la réponse. Vous avez un code de conduite. Le membre de parti politique qui vous demande de faire quelque chose, ça ne mange pas. Non, pas faire. Simplement, il a observé ou il dit qu'il a observé telle ou telle chose qui n'est pas correcte. Vous prenez note. Le plus précisément possible, Le en plus donnant des précisément noms et possible. des... Mais donc, le c'est fait que vous exposez que vous pouvez écouter en dehors Même à, de oui, vote, même à l'intérieur. Même à il y a un risque de se prêter à un jeu décidé d'un groupe de personnes dans le parti politique. C'est possible, mais alors là, c'est à vous d'exercer votre objectivité. Je ne le ferai pas. Vous n'êtes pas intermédiaire entre l'un et l'autre. Si le représentant du parti a quelque chose à dire, il peut le dire au président.
président. Mais si un représentant d'un parti veut me parler, je peux refuser. Je peux dire. Moi, je ne le ferai pas. Oui, mais alors, je rentre dans un engrenage. Non. Je suis obligé après de parler des autres. Non. J'ai pas envie. Oui. Par principe, moi je dirais qu'on devrait parler à chaque représentant d'un parti politique. Mais c'est pas obligé en privé, on peut dire. Non, c'est pas obligé en privé. Là, c'est bon, j'ai fait ce scénario comme ça. Mais... Je peux lui dire. Non, c'est pas grave. Ben, on peut lui dire, on va rester à l'intérieur, vous me dites, c'est tout. Oui, Devant par tout le exemple. monde, il n'y a pas de secret. Oui, mais quelquefois vous avez des gens qui se sentent menacés, vous voyez, donc c'est ça qui est un peu délicat. Alors, évidemment, je pense que ça ne vous concerne pas, parce que si vous observez au consulat, à mon avis, c'est pas le cas. Hein. Mais parfois, dans des zones rurales, reculées, un peu isolées, les représentants de partis peuvent être intimidés. Ils peuvent avoir des choses à vous raconter. Moi, ça m'est arrivé vraiment souvent hein, en Afrique. Quelqu'un arrive et puis me dit il y a de l'achat de vote, machin, là qui se passe. Vous voyez, le chef de village, il est derrière le bâtiment, il est en train de faire ci, faire ça. Il faut recevoir cette information. Pas la vérifier. Et donc, oui, Ouais, la vérité. Vous l'avez on doit montrer qu'on est allé La vérité, c'est que vous allez voir. Après, vous n'avez pas de pouvoir de police. Ah, il faut aller voir. Ah bon, on peut sortir de. Bien sûr. Là, on est le témoin direct quand même, c'est ça le but, non? Prenez note. Oui, alors là aussi, encore une fois, il faut exercer son jugement. Parce que S'il votre y a place, un- c'est dans le bureau et vous vous trouvez à 50 mètres derrière une baraque, c'est normal que si vous avez quelque chose, c'est pas votre place. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais vous n'êtes pas restreint dans votre liberté de circulation. Lorsque vous arrivez à un centre de vote, vous évaluez déjà l'environnement autour. Hein. Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'il y a de l'intimidation? Est-ce qu'il y a de l'achat de vote qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a une présence massive des forces de l'ordre qui est intimidante? Est-ce qu'il y a une foule? Est-ce que c'est le chaos, etc. Vous évaluez un peu tout ça hein, avant d'entrer. Ensuite, vous entrez dans le bureau. Après, on peut vous raconter quelque chose. Ah oui, vous entrez, vous sortez. Pareil, un électeur. On peut noter toute information. Mais on n'agit pas sur l'information. Ensuite, le travail, c'est la collecte d'infos. Ça va? La question, dans le cas où on est interpellé par un représentant de parti ou par un électeur à haute voix et qui est un peu agité et qu'on est dans le bureau, tout à l'heure vous avez dit que c'était une discussion, etc. Comment... Il ne faut pas entrer dans une polémique. Je crois que c'est un des prochains. Voilà, par exemple. Bon, allez, on peut quand même, si on a des connaissances qui peuvent être utiles et qu'on veut les partager, Très facile. c'est de l'ordre des connaissances. Si on cite un C'est texte, pas à vous de transmettre des connaissances. Vous pouvez dire, oui, c'est pas notre rôle, mais bon. vous pouvez dire, la règle de validité des bulletins se trouve dans la procédure. Ah, comme ça. Ils auront. En général, dans un bureau de vote, à côté du président, de la présidente, vous avez la loi, vous avez un manuel, vous avez des explications. Tout, oui, vous pouvez indiquer, vous savez. Oui, voilà, par exemple. Voilà, c'est dans la procédure. Madame? Donc, par l'expérience des élections 2011, j'étais membre du bureau de vote ici à Bruxelles, donc dans le consulat. Et il y avait, donc, au dépouillement, il y avait des bulletins de vote qui étaient considérés mis d'après la formalité et d'après la modalité de ces bulletins de vote. Et à ce moment-là, donc, il y avait des observateurs aussi, et qui nous a donné leur avis aussi que ces bulletins donc, ne sont pas conformes, ils doivent être annulés. Et ça, personne n'a été On veut des noms. donné leur avis. Donc, ces bulletins, si on les Faut considère éviter nuls, parce ou- que. Moi, j'étais là, j'étais observatrice à ce moment-là. Madame, Oui, et on a appelé le responsable. le responsable. Le responsable, on a fait appel à lui de Tunisie. Il est venu. de l'ISI. Oui, de l'ISI. Ah, de l'ISI, ben ça va. Il y a eu une bagarre. Oui, il était Toujours prison, problème, oui, il était toujours prison problème, aussi. tout le Mais monde. comme Non, mais les parce qu'il y a ça observateurs, aussi, ils ont il y a donné ça leur- aussi, si vous voulez. C'est-à-dire que parfois,
parfois vous avez des incertitudes. Ouais. Alors, ce que doit faire un président de bureau de vote, c'est appeler la commission électorale, l'IRI, l'instance régionale, pour poser la question. Bah, lui, C'est à eux de répondre, hein, surtout pas à nous. le représentant de l'ICI à l'époque, en 2011, au bureau de vote ici à Bruxelles, il était incertain, c'est savait pas pas. mal de choses. c'est ça. Pas mal de choses. Et puis, il répond par téléphone, il n'y a pas de preuve écrite. On peut quand même. Non. Parce qu'après, il se plante. Il a donné une mauvaise instruction. Nous, on n'est qu'observateurs. Donc, il peut dire, Oui. ben non, vous avez mal compris. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Non, mais bon, s'il donne une instruction par téléphone Ouais. qui n'est pas suivie d'écrit, et que cette instruction, comme dit, des fois, ils sont peut-être moins bien formés que d'autres sur le terrain, que les observateurs, après, ça reste une parole contre une autre. Non? Le pouvoir de décider, Oui. le pouvoir de décider in fine sur la validité, c'est le président du bureau. Oui. De toute façon, qu'il ait pris référence dans la procédure, qu'il ait pris référence par téléphone, à la limite, ça n'a pas d'importance. Après, c'est sa décision. Il prend cette décision. Si les représentants des partis politiques ne sont pas contents, ils déposent une requête. Ils font enregistrer dans le procès-verbal qu'ils ne sont pas d'accord avec l'interprétation qui a été donnée de la validité de certains bulletins. Et par la suite, peut-être, ça peut donner lieu à un contentieux. Ils peuvent porter plainte et demander l'annulation des résultats de ce bureau de vote par le juge. C'est ça, normalement, c'est ça qui se passe. Vous observez ce processus, mais vous n'en êtes pas acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mécanismes, je vous donne la parole tout de suite. Il faut bien comprendre une chose. Dans tous les systèmes électoraux, il y a des mécanismes internes de contrôle, des mécanismes internes de sauvegarde, des procédures qui permettent au système de s'auto-corriger. Alors c'est le contentieux, hein, c'est les plaintes, etc. On va vers le juge pour corriger les erreurs qui ont été faites. Les observateurs ne sont pas eux-mêmes un mécanisme de correction. Mais ils observent si le mécanisme de correction fonctionne bien. Et est-ce qu'ils peuvent suggérer ou rappeler quel est ce mécanisme de correction? Donc, par exemple, dire au président, appelez ou ceux qui ne sont pas Moi, je ne d'accord, donnerai pas porter aucune plainte. instruction à un président. C'est leur responsabilité. Pas de substitution. Pas de substitution à la décision. Moi, j'ai vécu en 2011 l'expérience et je vous avoue qu'à certains égards, c'est très frustrant même. Ça, c'est clair et net. Bien sûr. Mais rien à faire, c'est la règle. Donc, on est là, soumis. Et il faut avoir une capacité de résistance terrible pour supporter un certain nombre de problèmes vécus sur le champ. Et des problèmes, il y en aura. Et des problèmes multiples. Et ça peut aller du bureau, de la capacité même du président du bureau, de même de la complicité du président avec d'autres. Il y a des choses parfois qui sont flagrantes. Et donc, en dépit de toute cette réalité-là, la loi dit, et je dirais, oui, le code de conduite dit que rien à faire, il faut avoir une capacité réelle de supporter tout cela, de se contenter, de se défouler sur un papier par la suite. Exactement. Vous avez bien dit, frustration, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on est... je suppose que chacun d'entre vous, si vous faites ça, c'est parce que vous avez un attachement à la démocratie, au fait que la Tunisie avance, etc. Bon, donc évidemment, quand on voit un truc qui ne marche pas, on est... mais c'est pas notre rôle. Notre rôle n'est pas insignifiant. Hein. Le fait qu'on ait une présence, ça a un effet. Et le fait que vous fassiez un rapport, ça a un effet. Ça a un effet, mais qui n'est pas un effet immédiat sur ce bureau de vote que je suis là maintenant. Voilà. Il y a différentes formes d'observateurs. Donc, il y aura nous, par exemple, les observateurs de parti. Représentants des partis, c'est le mot. Oui. Est-ce qu'il y a C'est une pas la même chose. Hein. Mais justement, est-ce qu'il y a une gradation dans toutes ces... Il y a une Mais hiérarchie. eux ne sont pas soumis au code de Non, conduite. ils ne sont pas soumis. Ah. Donc, il y aura que nous. Enfin, que vous, c'est-à-dire il y aura vous. Et Il y a les peut-être nationaux et des les internationaux, observateurs quand même. d'autres organisations. Oui, d'accord. Mais Enfin,
société civile, D'accord. C'est eux qui s'appellent observateurs, les autres, c'est... représentants des partis politiques. Alors évidemment, bon, moi je vous dis ça, ça c'est une traduction de la loi qui est en arabe à l'origine. Donc je ne sais pas quel est le mot qui a été utilisé dans le texte original. Est-ce que le mot, c'est le mot pour représentant ou observateur? Mais enfin, je sais que dans la traduction qu'on va utiliser cet après-midi, c'est représentant. Oui. Et en arabe aussi, C'est représentant. c'est représentant. Oui, oui, oui. Donc la question ne se pose pas. Parce qu'il y a des pays où on les appelle observateurs. Excusez-moi, Non, pour le truc là, cette année dans le code électoral, maintenant les observateurs peuvent accéder à un procès verbal lors de la fin des opérations de vote. Oui. Et qui peut être joint à un procès verbal. Donc ce serait pour prendre position par rapport au problème dont vous parliez tout à l'heure, peut-être. Les observateurs, je crois, peuvent recevoir une copie, oui. Oui. Les observateurs aussi, l'article 124. Il est là, si vous voulez. Ils reçoivent une copie ou ils participent au PV? Au PV. Ils peuvent consigner leurs observations dans le PV. Ça, c'est... En 2011, Non, mais ça n'a l'idée, pas c'est un été le nouveau... Mais on en parlera cet après-midi parce qu'on va regarder la loi. Moi, j'ai une petite question pratique qui m'inquiète depuis longtemps. Peut-être que ceux qui ont observé en 2011 peuvent m'aider. Vu qu'à l'étranger, il y a plusieurs jours de vote, est-ce qu'il faut l'observation, est-ce que ça consiste à dormir la nuit à côté de l'urne? Là, c'est une question, là, je vais en parler. Ça, justement, la surveillance des jours de la nuit. La nuit. 2011, au consulat, ça a été fait. Ben oui, bourrage d'urne pendant la nuit, c'est... Ils ont dormi là-bas, les représentants volontaires, pour contrôler les observateurs. Bourrage d'urne, c'est pendant la nuit que ça peut se passer quand il y a 4 jours de vote, évidemment. Il y a 4 jours? Oui. 3 jours. 3 3 jours, donc 2 nuits. 2 nuits. 3 jours et 2 nuits. Donc il faut dormir à côté de l'urne la nuit. Quoi, il faut pouvoir avoir accès à l'urne. Ah oui, pas dormir, justement. Oui, oui justement, oui. Bon, là, il y a des aspects pratiques qu'il faudra voir aussi. Avec Mais vous voyez que ça m'inquiète, c'est quand même inquiétant. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que, quelle est la question? Vous voulez qu'il y a une interruption du vote pendant une nuit. Bon, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir des garanties que le matériel électoral, donc l'urne, reste intègre pendant la nuit. Oui. Il y a différentes façons pour ça. On peut ne pas dormir à côté. Alors, il y a des scellés où on peut sceller l'urne en totalité, y compris la fente par laquelle on veut. Dans certains cas, les représentants des partis politiques peuvent passer la nuit avec, etc. Moi, je dirais plutôt que votre rôle, c'est de voir si ces garanties-là sont en place, plutôt que d'être vous-même la garantie. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est... Merci, ça me rassure. Monsieur et madame. Pourquoi l'interdire? En fait, pour reparler de la frustration Non, dont il y a monsieur a pas parlé là tantôt, la frustration est encore plus grande lorsqu'on ne reçoit pas un retour après l'observation de nos rapports. Donc, on n'a pas un retour, on ne sait rien. Si on en a pris compte ou pas. Oui, on ne sait pas. Il n'y a pas de réunion après, on n'a rien. Demandez une réunion alors. On va demander au CVDT. Il y a eu ce problème chez Atid aussi. À Tunis, un rassemblement, je crois 3 ou 4 mois après, organisé par l'ISI à l'hôtel Africa. Mais bon, nous, à l'extérieur, on était prévenus beaucoup trop tard, et de un, et de deux, il y a des gens qui ne pouvaient pas se payer le luxe d'aller faire un aller-retour pour assister à une réunion de débriefing. Mais sur le plan strictement théorique, il y a eu effectivement, à l'initiative de l'ISI, cette réunion où, en principe, on a débité un certain nombre d'informations. Mais cela, bien que moi-même, j'étais présent partiellement, je trouve que ça ne doit pas dispenser l'ISI de fournir un débriefing officiel. Et eux, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Et maintenant, moi, j'ai soulevé la question il y a à peine 3 mois, et ils ont alors une réponse de Normand. Oui, mais il y a eu quelques annonces, etc., par email, etc. Et leur truc, leur site a fonctionné peut-être, 25% de son potentiel. Et donc, quelque part, à travers des tas d'indices de cet ordre,
il est aisé de dire que bon, on visait peut-être la perfection, mais on ne l'avait même pas atteint au tiers. C'est fini pour le code de conduite. On est un peu en retard. Je pense qu'on va faire la pause. Il y a le frites, ça commence à déjà. Et, On fait une pause de 3 quarts d'heure, c'est ça? Oui. 3 quarts d'heure, 1 heure, quand vous voulez. 3 quarts d'heure. Je sais pas. Comme ça, on peut partir plus tôt. Oui, courte pause. Si jamais vous êtes fatigué. Et je souhaite les bienvenus à Fatma d'Atit. Alors je me présente, Fatma Demosper, je viens de Tunis, donc je représente Atit Tunis. Et c'est peut-être avec moi que vous allez... Bon, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est avec moi que vous allez avoir la formation de demain. D'accord. Dans le programme de demain. Voilà, vous êtes les bienvenus pour manger. Les sandwichs sont là, les frites sont là, les mayonnaise là. Finalement, c'est la